Cause toujours, c'est l'épisode 55. On est de retour en plateau avec vous. On va parler de bande dessinée, on va parler de choses à boire. Et avant ça, on va parler de luxe avec Astrid. Et je me réjouis d'avoir ce bon livre d'Astrid entre les mains, comme de temps en temps. Et je trouve qu'après Monsieur d'Ormesson, t'es pas mal placé dans mes mains, en fait. Merci beaucoup, comment vas-tu? Mais on va très bien ici. Alors Astrid, est-ce que les Chinois font des misères au luxe et à la mode européenne? Raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus compliqué que ça. Encore plus Donc compliqué. parce qu'il y a beaucoup d'éléments. En fait, on a fait une analyse ce week-end et on s'est posé la question, pourquoi est-ce que les investisseurs chinois, les grands groupes chinois achètent tant de maisons de mode et de luxe? Qu'est-ce qu'ils veulent en retour? Parce que ce que l'on voit, un constat très très simple, c'est qu'il n'y a pas encore une seule maison de mode et de luxe qui ait prospéré sous des actionnaires chinois. Alors bien évidemment, il y a plein de maisons de luxe et de mode qui ont aussi beaucoup souffert sous des actionnaires français, américains, italiens. C'est pas la question. Mais je trouve ça toujours intéressant d'explorer les différences culturelles, les différences de perception et les différences de management. Et ce qu'on a compris, c'est que pourquoi la Chine investit dans le luxe et la mode, c'est parce qu'ils veulent apprendre comment construire une marque. C'est-à-dire qu'ils ont une grande soif de savoir, de connaissances, En fait, ce que tu nous et ils expliques, c'est qu'ils disent payent aujourd'hui pour leur apprentissage et leur écolage. absolument, ils ont une vision à très long terme. C'est-à-dire, la Chine aujourd'hui est devenue une puissance économique mondiale, mais elle veut aussi devenir une puissance culturelle. Et elle a compris qu'il faut maîtriser ce que l'on appelle le soft power, la puissance douce, la puissance d'influencer. La Buccellati, que l'on voit donc les merveilleuses bagues avec les nids d'abeilles, etc., comme de la dentelle, de l'orfèvrerie en dentelle. Eh bien, Buccellati, par exemple, devait être acheté par un groupe chinois, un joaillier, il y a 2 ans, et ça ne s'est pas fait parce qu'ils n'ont pas pu rassembler le financement. Alors, donc, Miss Tweed s'est aussi intéressée à d'où vient l'argent, c'est-à-dire que comment est-ce qu'ils financent ces acquisitions? Eh bien souvent, c'est avec de la dette, et de la dette à des taux exorbitants, c'est-à-dire plus de 5-7%. Et là, ici, nous avons une photo de Delvaux Exactement, du qui fameux brillant dans sa version Magritte. Donc, c'est la quintessence du sec belge, encore belgifié au max, quoi. absolument. Et donc, par exemple, donc Delvaux qui appartient au groupe Li Fung, eh bien, il faut savoir que Delvaux faisait partie d'une famille dans laquelle il y avait aussi Sonia Rykiel, qui a été donc mise en liquidation en 2019 et qui a Oui. été rachetée l'année dernière. Robert Clergerie, qui a été aussi racheté depuis. Donc, euh, si tu veux, on essaye de réfléchir, mais donc pourquoi est-ce qu'ils achètent? Donc pourquoi ils achètent? C'est parce qu'ils veulent donc aussi le prestige, c'est-à-dire le cachet qui est associé à ces marques de luxe. Ils veulent apprendre comment construire une marque de luxe et donc ça passe par toute une école d'apprentissage. Et deuxièmement, on a aussi constaté que beaucoup de gens de ces groupes, par exemple Fosun, donc qui a Oui. Lanvin, qui a aussi d'autres marques comme les collants Wolford, St. John Knits et Caruso en Italie, eh bien, ils n'ont pas beaucoup de gens chez eux qui parlent anglais. Donc, ceux qui parlent anglais, ce sont des profils financiers, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études et qui ont travaillé à l'étranger, mais ils n'ont pas forcément le profil pour gérer des créatifs. Alors, ce que tu es en train de Or, nous expliquer, Astrid, c'est que au-delà du rachat d'un nom, d'un groupe, d'un savoir-faire, d'une maison avec un ADN très installé dans l'image, dans l'histoire plutôt mondiale du luxe, ils achètent aussi des individus qui veulent surtout garder dans les boîtes en question pour pouvoir nourrir éventuellement d'autres entités des groupes. oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces investissements, c'est une école pour eux. Ok. Donc on se dit, mais ils perdent tous de l'argent. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce qu'ils veulent apprendre à gérer des créatifs. Ok. Et les créatifs, ce sont des personnes qui sont assez difficiles à gérer. On l'a vu, je veux dire, il y a plein de maisons de mode et de luxe qui n'ont pas réussi parce que il n'y avait pas ce dialogue, cette alchimie entre le PDG et le créatif qui fait le succès. On en Après, a ils font des parlé il y a produits très dans peu de l'air. temps avec Lanvin, Albert Elbaz, etc.
Absolument. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que, comme tu le sais, la propriété intellectuelle en Chine n'est pas valorisée comme à l'Occident. C'est-à-dire Bien la sûr. création n'est pas valorisée comme à l'Occident. Il y a des statistiques incroyables. Plus de 60% des entreprises en Chine n'enregistrent pas leur nom parce qu'ils ne voient pas L'intérêt. l'intérêt. Et le signe chinois apprendre est le même que copier. Ça donne Donc un la petit peu de sens à créativité, ce qui se sortir passe. du lot, c'est voilà. Et donc nous on s'est demandé pourquoi donc là le créateur Calvin Leau a été engagé par Fosun pour développer l'an-vin en Chine. Tout à fait. Mais la question c'est est-ce que l'an-vin va séduire toujours une clientèle occidentale si elle est en train de devenir une maison chinoise pour plaire aux Chinois? Et est-ce que Et tu ça c'est penses, une vraie Astrid, question est-ce que très tu penses difficile. qu'une des options pourrait être de se dire que quand les holdings chinoises rachètent des grandes marques de luxe, ou des marques de luxe en tous les cas, une de leurs options pourrait être, je mets tout au conditionnel, de développer quasiment deux entités, une entité Asie ou Chine et une entité reste du monde? Oui, d'ailleurs, il y a des marques comme Karl Lagerfeld qui ont vendu leur business asiatique à des investisseurs qui s'occupent de faire un Karl Lagerfeld en Asie. Ok. Lanvin, par exemple, a une licence en Corée. Il y a un Lanvin bleu, une marque Lanvin à part, qui est en Corée, Lanvin Sport, qui marche très bien. Donc, c'est pas tout à fait, comment dire, bizarre ou inenvisageable. C'est pas si C'est juste aussi, conditionnel. après, c'est une question de cohérence. Ok. Et là aussi, il y a le cas de Shandong qui est un grand groupe de textiles chinois qui est littéralement en train de s'effondrer sous le poids de sa dette. Shandong, ils ont Sandro Mage, Claudie Pierlot, qui est un grand groupe de Oui. mode français qui emploie plus de 6000 personnes. Et ils ont plus de 1000 boutiques à travers le monde, donc c'est un groupe très important. Et officiellement, SMCP dit non, non, nos finances sont totalement indépendantes de celles de notre actionnaire majoritaire chinois Shandong. Mais aujourd'hui, ce groupe a des procès donc partout dans le monde parce qu'ils ne payent pas leurs factures, parce qu'ils devaient racheter une marque, par exemple en Israël, ça ne s'est pas fait. Et là, dernièrement, on a appris la semaine dernière qu'ils n'ont pas réussi à lever les 600 millions pour les 600 millions de dollars pour acheter Bali, qui est une marque suisse. Oui. Une très jolie Donc, endormie également. absolument. Mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'en Chine, on m'a expliqué, moi je ne suis pas une spécialiste de la Chine, mais j'ai vraiment interviewé beaucoup de gens qui l'étaient. Moi, je connais mieux la Russie, comme tu sais, je connais Oui. beaucoup moins la Chine. Et on m'a expliqué qu'en Chine, il n'y a pas vraiment de culture de retournement d'entreprise ou de marque. Donc l'investisseur chinois, il achète une belle maison, il pense qu'elle roule, il laisse le management et il ne comprend pas qu'il faut encore investir et il faut changer peut-être le design, il faut changer la politique commerciale, il y a du travail. En fait, Mais Astrid, tu es en train de répondre toi-même à un des éléments de la question que tu as soulevée tout à l'heure en disant ils vont apprendre, ils vont aussi apprendre de cette erreur qui est de ne pas savoir continuer à investir, de ne pas pouvoir continuer à investir. Et c'est de là que d'ici quelques années, ça ira très vite, on verra enfin sur le marché du luxe mondial des vraies puissances venir d'Asie. Absolument. Mais il y a aussi une notion absolument fascinante, c'est la notion du temps. Oui, C'est-à-dire qu'en Chine, un an, c'est une éternité. Les choses vont très, 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 très vite en Chine. Et les investisseurs qui donc mettent beaucoup d'argent dans les marques de luxe et de mode, ils veulent un retour sur investissement rapide. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des des prêts risques. avec des taux très élevés. Donc, si la marque n'est pas profitable au bout de 3 ans, il y a un problème. Sauf qu'en Occident, pour construire une marque de luxe, eh bien, ça prend du temps. C'est le temps long. C'est-à-dire, on met plusieurs années à trouver, par exemple, l'emplacement d'une boutique, ou développer un nouveau produit, ou une nouvelle ligne de sac, ou diversifier la marque dans de nombreuses, par exemple, des accessoires ou des nouveaux produits. Et donc, il y a un problème de dialogue. Il y a un problème de dialogue, il y a un problème de langue. Et puis, il y a autre chose que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que
la Chine a une vision, comme je te disais, très, Mm. très court terme, mais le pays lui-même a une vision très long terme. Pékin fait des projets à 20, 30, 40 ans, ce que nos hommes politiques ou femmes politiques, les élus, seraient incapables même d'en rêver, puisque au bout de 5-10 ans, ils sont plus au pouvoir. Exactement. Et, et aussi, la Chine, c'est un pays avec une discipline légendaire. Vous vous souvenez, l'année dernière, la Chine nous a dit qu'ils ont réussi à construire un hôpital en 10 jours en pleine crise Covid. Là-dessus, on peut Donc, je sais apprendre pas des si... choses et à mon avis, ils vont l'implémenter avec les marques de luxe. Astrid, on te retrouve quand tu veux, de semaine en semaine, de 2 semaines en 2 semaines, pour explorer toujours et encore les coulisses du luxe, de par le monde, dans tous les univers du luxe. On t'embrasse, à très bientôt. À bientôt, merci. Ciao.